Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du débrief. Dans quelques jours, les Marocaines et les Marocains voteront et nous saurons alors quelle est la formation politique qui aura remporté le scrutin législatif et quels sont les partis qui gagneront le plus de sièges communaux et régionaux. Jeudi prochain donc, le profil du prochain chef du gouvernement commencera à s'affiner et les débats porteront sur la majorité qu'il devra constituer pour être à même de former sa majorité, de laquelle sera issu le gouvernement qui conduira les affaires du pays pour les 5 prochaines années. Une fois cela fait, il faudra se mettre au travail et ce ne sont pas les chantiers qui manquent. La prochaine équipe gouvernementale devra d'abord s'atteler à achever la campagne de vaccination pour finir enfin de sortir le pays de cette pandémie qui aura ravagé tant de secteurs économiques et bousculé tant de personnes. Il faudra ensuite s'atteler à sortir le pays de son marasme économique, rétablir les grands équilibres macro et relancer la machine productive. Mais ce n'est pas tout, car en parallèle de tout cela, il est important de considérer les forces politiques et les équilibres entre elles, car il s'agira aussi de composer les bureaux des conseils des villes et des communes, en plus de ceux des 12 régions que compte le pays et qui constitueront le prolongement territorial des politiques publiques centrales. Alors, quelle équipe, donc, pour entreprendre quelle politique ? Quels sont les grands défis à relever et les grands chantiers à lancer? Et quels personnels politiques seront-ils aux manettes et quels autres animeront l'opposition durant ces 5 années à venir? Pour répondre à ces questions et à d'autres, certainement, nous en parlons avec nos invités. Jamal Hatabi, vous êtes professeur de sciences politiques à la faculté de sciences juridiques, économiques et sociales de Mohammedia. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Abdelatif Komat, vous êtes économiste et doyen de la faculté de sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. C'est FSJES, on a appris le sigle. Merci à vous d'être avec nous. Merci pour l'invitation. En attendant des nouvelles réformes. En attendant les nouvelles réformes, vous allez nous en parler, tiens, des nouvelles réformes. Ça fait partie des grands chantiers qu'il y aura sur la table du prochain gouvernement. Alors avant d'entamer notre débat, on va revenir quand même une dernière fois sur les élections à venir. Jamal Hatabi, je commence par vous. Donc il y aura ce 8 septembre. Première chose inédite, c'est un mercredi. Deuxième chose inédite, c'est une élection groupée, donc commune, région et législative. Comment ça se déroulera et quelles seront les étapes suivantes? Situation exceptionnelle, remède exceptionnel. Je crois que pour la première fois, toutes les élections sont réunies en une seule fois. C'est une très bonne chose. Moins de pertes au niveau du temps, parce qu'une campagne électorale, quand il y a plusieurs campagnes électorales, on multiplie d'abord les dépenses, on multiplie les risques, surtout que nous sommes dans une situation sanitaire exceptionnelle, donc c'est une très bonne chose. Le deuxième point, c'est un mercredi. Pourquoi un mercredi ? Pour des raisons qui sont liées à la symbolique que portait le vendredi pour une campagne électorale où il n'y a pas d'influence symbolique. Le mercredi est un jour neutre en milieu de semaine et je crois que le choix ici a été un choix judicieux, d'autant plus que ça a été pendant longtemps l'une des revendications des partis de gauche qui voulaient dissocier un petit peu le jour du vendredi avec toute sa symbolique, sa charge religieuse et ce geste qui est un geste extrêmement important au niveau de notre pays. Pour cette campagne, elle est un peu particulière. Elle est un peu particulière dans le sens où elle se situe dans une situation qui est exceptionnelle. Nous sommes en pleine période épidémiologique et pas n'importe laquelle. Nous sommes dans une période ascendante. Et je dirais en fait que l'exploit pour ceux qui ont géré techniquement cette campagne électorale, en fait, c'est d'avoir opté pour le numérique et que l'interdiction des tracts, la réduction du nombre des participants dans les marches, des participants dans les réunions publiques rentre dans ce cadre-là. Donc je crois que au niveau technique, il y a une véritable réussite. Donc la campagne se déroule aujourd'hui de manière extrêmement virulente dans les réseaux sociaux et on voit aussi que le numérique joue un rôle important. Là, en l'absence de tout support papier, de tout support matériel, donc les partis politiques se sont dirigés chacun à son niveau vers le digital et on voit que des partis excellent et d'autres pas. Alors comment ça va se passer dans le bureau de vote? Le deuxième niveau, c'est le fond.
le fond de la campagne électorale. Et là, je veux dire, l'offre électorale, nous avons une offre pléthorique, bien entendu. Tous les partis politiques proposent leurs programmes qui sont aujourd'hui à la disposition de tout le monde par un simple clic. Mais on voit que c'est rébarbatif, tous les programmes se ressemblent, peut-être un parti qui se distingue par des propositions un peu chiffrées, mais quand on regarde globalement, et peut-être mon ami Abdeltif tout à l'heure nous parlera du coût économique des programmes, on voit que c'est plus du rêve que de la réalité. Concrètement, comment cela va se dérouler? Pour la première fois, on va voter pour trois choses. On va voter d'abord pour une élection nationale, c'est-à-dire l'élection des représentants à la première chambre marocaine, et puis les conseillers communaux et régionaux. Je crois que le travail qui a été fait par le ministère de l'Intérieur à travers la télévision, un travail de vulgarisation, de sensibilisation et de vulgarisation, a été très bien fait. On explique comment les gens vont voter à travers deux bulletins séparés, un bulletin qui sera réservé aux élections communales et aux élections régionales, et un bulletin qui sera réservé aux élections nationales. La grande question, vous nous la poserez certainement tout à l'heure, c'est tout cet effort fait par l'État, tout cet effort fait aussi par les partis politiques. Est-ce qu'il va être entendu? Est-ce que les gens vont se déplacer le jour J pour aller accomplir leur devoir? Il y a deux choses, soit le désintérêt, que les gens ne se retrouvent pas dans l'offre politique, soit la crainte. Et il faut vraiment qu'on prenne en considération aussi ce côté-là. Nous sommes encore en pleine épidémiologie ascendante, même si les chiffres sont meilleurs depuis quelques jours. Les chiffres sont meilleurs, mais bon, il y a toujours de temps en temps. Mais les gens ont quand même peur, ce qui fait que pour moi, la grande question, c'est pas qui va sortir premier, mais combien de citoyens se déplaceront le mercredi pour accomplir leur devoir. Très bien. Alors, une fois que c'est passé, Abdeltif Komat, nous sommes le 8 septembre au soir. Nous connaîtrons donc le 8 septembre, dans la nuit du 8 au 9, certainement l'équipe qui arrivera première, enfin le parti qui arrivera premier, donc duquel, selon l'article 47 de la Constitution, sera choisi le chef du gouvernement désigné donc par Sa Majesté. Mais qu'est-ce qui se passera après ? Une fois qu'on aura ça, donc il y aura la Chambre des conseillers, il y aura la formation du gouvernement, il y aura le chef du gouvernement désigné qui ira chercher une majorité. Comment ça va se passer? Comment vous pouvez expliquer ça? En fait, comme vous l'avez dit, selon les dispositions de la Constitution 2011, Sa Majesté nommera, selon l'article 47, un chef de gouvernement issu du parti qui sera, au sein du parti qui sera classé premier, qui sera chargé bien évidemment de constituer une coalition en vue de constituer un gouvernement. Donc il va y avoir bien évidemment un délai qui sera bien sûr, je dirais, fixé pour la constitution de ce gouvernement. Et tout de suite après, le chef de gouvernement devra présenter le programme gouvernemental devant le Parlement avec ces deux chambres. Donc c'est une étape cruciale, c'est une étape très importante, en fait que le Maroc attend avec impatience, parce que nous sommes devant des défis de grande importance sur lesquels devrait s'engager un gouvernement à moyen et long terme, d'autant plus que nous sommes au-delà de gérer le conjoncturel. Bien sûr, il y a le conjoncturel qui est lié à la pandémie, qui est lié à la machine économique qui doit continuer à tourner, mais le Maroc est en fait à la veille de prendre des virages stratégiques, des virages structurels, et nous avons besoin d'un gouvernement le plus tôt possible pour s'engager sur des projets stratégiques. Je fais allusion, bien évidemment, il faut bien sûr tout d'abord préparer la sortie de la crise sanitaire. Donc, en fait,
toujours évoqué que le Maroc, tout en gérant les contraintes conjoncturelles liées à la crise structurelle, se prépare pour un tournant après la sortie de cette crise avec un certain nombre de réformes structurelles qui sont lancées par Sa Majesté à travers le nouveau modèle de développement qui devrait prendre effet tout de suite après, à la mise en place d'un certain nombre de réformes structurelles, la couverture sociale, la mise en place du fonds d'investissement. Donc, en fait, il y a des chantiers de très, très grande importance qui attendent ce gouvernement. Et d'où, en fait, je dirais, la contrainte du temps, elle est fondamentale. Il faudrait qu'on puisse disposer de ce gouvernement le plus tôt possible pour qu'on puisse s'atteler, notamment il y a la loi de finances, donc le projet a été, je dirais, déposé, mais il y a la négociation qui devrait se faire. Les discussions devraient se faire au niveau du Parlement avec ces deux chambres, éminemment après l'ouverture de la séance plénière par Sa Majesté le 8 octobre. Donc là également, en fait, parce que déjà la loi de finances engage sur des projets à moyen et long terme. Et donc il est souhaitable que c'est le gouvernement actuel, le Parlement et le gouvernement qui sera issu de cette majorité on va arriver à cette, qui devra discuter de ces questions. Excusez-moi, je vous coupe. Ce que je voudrais savoir, avant d'arriver dans le détail des lois de finances, etc., comment ça va se passer, les délais, comment se passe une loi de finances. Cette année, nous avons donc un conseil électoral qui clarifie un peu la situation. Donc, on n'aura pas une pléthore de partis, mais on aura, à peu près ce qu'en disent les spécialistes, et vous en êtes, peut-être 3 ou 4 partis qui pourront constituer la majorité. Est-ce que d'après vous, je vous pose la question à tous les deux, je reste avec vous, Abdel Komat, après vous répondrez aussi, Jamal Hatabe, est-ce que d'après vous, on pourrait avoir un prolongement de la majorité, c'est-à-dire une logique, une cohérence du gouvernement central, donc aux régions? C'est-à-dire les mêmes majorités qui fabriqueraient ça, ou alors des opposants au niveau central qui se retrouvent alliés au niveau régional? Comment vous voyez les choses? En fait, moi, je crois qu'il faut distinguer les élections professionnelles que nous avons vécues il y a quelques semaines des élections universelles, dont seront issus aussi bien les représentants au niveau des communes, de la région et du Parlement. Ce sont je dirais, des circonstances et ce sont des mécanismes différents. Donc, on ne peut pas transposer d'une manière mécanique pour dire que les majorités qui sont sorties des élections professionnelles vont rejaillir sur les résultats au niveau des élections du 8 septembre. Donc, ça, c'est un constat qui est partagé parce que, en fait, le contexte est différent et les mécanismes sont différents. Maintenant, qu'en sera-t-il de la prochaine configuration des partis politiques? Comme vous l'avez dit, certainement on aura 3-4 partis qui auront en fait en moyenne entre 60-70 élus, dont le premier sera chargé de constituer le gouvernement. Bien évidemment, il va falloir aller vers plus de cohérence, ce qui est souhaitable. Et ce qui est en fait demandé un peu par le citoyen, c'est qu'on ait une cohérence, je dirais pas forcément sur le plan idéologique, parce que c'est très difficile aujourd'hui d'aller chercher une coalition basée essentiellement sur la dimension idéologique. Par contre, la coalition devrait, je dirais, se mettre d'accord sur un programme, sur des affinités, sur une cohérence en matière de travail et des approches de travail, parce que nous avons besoin d'efficacité. Et nous avons besoin d'une politique réelle, ou d'une réelle politique qui placerait l'intérêt du pays en premier lieu au-delà des intérêts partisans. Et donc, c'est ce que, en fait, le citoyen marocain souhaite. Au-delà de quel parti sera le premier, c'est surtout la configuration et la cohérence du gouvernement qui aura à gérer des alternatives et des défis et des enjeux de très grande importance pour les 5 prochaines années. Je ne pense pas que ça n'engage que moi, peut-être, mais les idéologies sont en train de reculer ici et dans le monde entier d'une manière générale, et on est plus vers la réelle politique. Vous en pensez quoi, Jamal Hatabe, sur cette question de cohérence entre les majorités? Oui, la réelle politique est là. Elle est là depuis un bon moment. La constitution des gouvernements depuis 2011 va dans ce sens-là. Donc, la cohérence idéologique disparaît quand on voit la gauche, le PPS, dans un gouvernement
du PJD. Donc cette idée de cohérence idéologique, je crois qu'elle est déjà révolue. Maintenant, on est dans une perspective telle qu'elle a été tracée par le roi sur les compétences. Donc le gouvernement actuel, théoriquement, devait être un gouvernement de cohérence. Ça a été rappelé par le roi et on avait demandé, on avait renvoyé l'ancien gouvernement pour un gouvernement de compétences. Et je crois que c'est une dynamique qui va continuer. Je reviens sur pas le résultat des élections, parce qu'en fait, personne ne peut prédire ce qui va se passer dans quelques jours. Mais le facteur déterminant, ça va être la participation. Combien de citoyens se déplaceront le mercredi prochain? Si une bonne participation, je crois que les choses seront un tout petit peu plus claires que s'il y a une abstention, on va se retrouver peut-être dans la même configuration que nous avons aujourd'hui, avec les difficultés que cela suppose. Mais comme l'a dit Servtev tout à l'heure, je crois qu'avec la disparition du quotient électoral au niveau national, les choses vont être proches. Donc les partis, aucun parti ne sera dominant de manière à faire dicter la loi. Il y aura certainement une coalition de 3 à 4 partis qui aura certainement des défis à relever. Nous sommes aujourd'hui en train de relever des défis. La seule chose, en fait, qu'il faudra constater, c'est que dans ceux qui gèrent aujourd'hui la crise, ne sont quelque part pas concernés par les élections, ne se sont pas présentés aux élections. Je parle du ministre des Finances, je parle du ministre de l'Éducation nationale, je parle du ministre de la Santé, donc ce sont des gens, je parle du ministre des Affaires étrangères. J'allais vous dire encore heureux pour qu'il s'occupe. D'ailleurs, le roi leur a dit ça veut dire en fait que les choses continuent, que l'État continue, même si, bien entendu, on a un moment important de la vie politique d'un pays. Et je veux insister sur une chose. En fait, c'est que nous sommes dans une perspective plus pédagogique qu'autre chose. Pour qu'il y ait une démocratie, il faut 2 conditions, des conditions matérielles et des conditions psychologiques. Elles sont remplies au niveau, pour nous, elles sont remplies au niveau matériel. C'est-à-dire, en fait, techniquement, nous avons une démocratie, nous avons une constitution, nous avons une loi électorale, nous avons un parlement, et nous avons des élections régulières. La régularité des élections est une condition sine qua non pour qu'on puisse parler, je veux dire toujours techniquement, matériellement, pour qu'on puisse parler de démocratie, il faut qu'il y ait des élections régulières. Elles le sont. Elles se tiennent dans des conditions extrêmement difficiles, mais elles sont là. Et le roi a insisté dessus pour une question pédagogique. Les Marocains doivent maintenant s'habituer à une régularité tous les 5 ans. Quoi qu'il arrive, nous aurons D'ailleurs, des maintenant, élections. ça va être tous les 5 ans, toutes les élections. Le deuxième versant, c'est le versant psychologique. Ça veut dire, est-ce que le citoyen est prêt? Est-ce que le citoyen est prêt pour la démocratie? Est-ce qu'il est un démocrate? Ceci est un autre défi qu'il faudra relever. On a vu comment la pandémie a été gérée, il faut le dire, de maître. Vous faites bien de constater. C'est vrai que les ministres qui sont directement en but à la pandémie ne se sont pas présentés. Mais les Marocains ont vu que l'État a fait le job. Maintenant, c'est à eux de faire le leur. Et encore une fois, je le dis et je le redis, il faut aller voter. Alors, je reste avec vous, Jamal Htabi. Une fois que tout ça aurait été fait, les élections passées, les majorités constituées, tout le monde en place, il y a une loi de finances. Oui, tout à fait. À faire. Encore une fois, d'une manière particulièrement difficile dans les conditions qu'on sait. Je vous pose en tant que politologue les délais. Quels sont les délais pour établir une loi de finances? Donc, elle est déjà en cours. Donc l'état économique, c'est pour voilà. Donc la loi de finances est déjà en préparation, même avant. Avec le cadrage du cadrage. Le ministre est toujours là. Donc il y a la première, c'est le premier délai. D'abord, c'est
c'est le 8 octobre, donc le Parlement, l'ouverture du Parlement par qui Sa va, Majesté le Roi. Oui. et puis il y a les délais qui sont techniques, novembre-décembre, pour que la loi puisse être votée par... En général, c'est vers la fin du mois de décembre que le donc, vote définitif, après la première lecture, l'éventuelle deuxième lecture. Et les choses se passeront, tout dépendra des résultats des élections, tout dépendra aussi du futur chef du gouvernement qu'on aura dans une semaine. Je crois que le roi nous a habitués à sa rapidité de nomination. Peut-être de toutes les manières, qui se débrouille, mais il faut qu'il y ait une loi de finances avant la fin de l'année. Exactement. Voilà, cohérence, pas cohérence, homogénéité, pas homogénéité. Pour que ça passe, vers le 22-23 décembre, il faut que ce soit fait. Donc le Parlement sera là, je crois. Donc est-ce que le gouvernement sera là? On verra, mais en tout cas... je pense qu'on apprend des erreurs du passé. Alors, on va rentrer un peu dans les détails avec vous, Abdeltef Komad. Donc, ces gens-là vont arriver. Et dans quel état ils vont trouver la maison Maroc d'un point de vue équilibre, d'un point de vue macroéconomique, les déficits, les endettements, etc. Comment ça se passe aujourd'hui? En fait, d'une manière générale, il faut dire qu'on est passé quand même par une période très difficile. Qu'il est normal que les équilibres macroéconomiques, comme cela, c'est au niveau international, soient touchés. Il faut dire que, avant d'entrer dans le détail de l'état actuel des équilibres économiques du Maroc, rappeler deux choses fondamentales. La première, c'est que le Maroc, depuis en fait la moitié des années 80, on a vécu ce qu'on appelle la politique d'ajustement structurel, est entré en fait dans un apprentissage, dans une culture de préservation des équilibres fondamentaux. Depuis la fin des années 80, début des années 90. C'est-à-dire une inflation à moins de 1%, un déficit budgétaire de à peu près 3%. Ça, parce que depuis, l'endettement, le taux d'endettement, les budgets, la balance des paiements, plus ou moins, le Maroc est considéré même par les institutions financières internationales comme un bon élève. Donc c'est une référence au niveau du statut des pays en développement en termes de respect des équilibres fondamentaux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui a atténué, parce que ce premier point est très important, parce que le fait que nous avons cette culture, que nous avons ce savoir-faire de préserver les équilibres fondamentaux, et puis nous sommes partis d'un certain nombre d'équilibres respectés, nous avions une marge de manœuvre. La deuxième chose, c'est la manière avec laquelle le Maroc a géré la crise sanitaire. Ces déséquilibres auraient pu être plus graves s'il n'y avait pas une bonne gestion, aussi bien sur le plan sanitaire que sur le plan économique. Rappelez-vous le fonds Covid qui a récolté plus de 33 milliards de dirhams et qui a permis d'apporter un soutien aussi bien économique que social. S'il n'y avait pas ce fonds, c'est l'État. C'est l'État qui devait apporter, parce que de toute façon, il fallait apporter un soutien pour justement soutenir la dynamique sociale et la dynamique économique. Et si c'est l'État qui l'avait fait, certainement que le déficit budgétaire aurait été plus grand. Donc pour atténuer, c'est que c'est vrai, les équilibres ont été touchés, mais il aurait pu être plus touché. Alors quel est l'état actuel des choses? Nous avons des contrastes, nous avons un certain nombre d'indicateurs qui sont plus ou moins relativement plus touchés, notamment le budget de l'État. D'habitude, on est à 3,5. Nous avons terminé l'année avec 7,6% du déficit du budget de l'État, ce qui est important parce que tout d'abord, l'État avait moins de recettes fiscales et puis l'État devait justement subvenir à un certain nombre de dépenses, je dirais au-delà des dépenses usuelles, notamment les salaires des fonctionnaires, etc. Il y avait des dépenses exceptionnelles, notamment le soutien sanitaire, la campagne de vaccination qui est gratuite. C'est l'État qui supporte. Et donc, si on prend tout cela, on peut dire que sur ce plan-là, bien évidemment, il y a eu un accroissement des déficits, mais ça reste relativement moins grave que ce que pourraient être les choses. Il y a d'autres indicateurs, notamment l'endettement. Certainement, on va y revenir. Parce que également c'est très important, en fait, parce que l'État devait financer son budget. Et comme il y a bien sûr une baisse des recettes, un des recours c'est l'endettement, qu'il soit interne ou externe.
Là également, on avait une marge de manœuvre parce qu'on était aux alentours d'un endettement global aux alentours de 75% du PIB. On est monté à 92%, mais on est encore loin du plafond qu'a connu le Maroc dans l'histoire parce qu'on est allé à un certain moment jusqu'à 120%. Donc, par contre, au niveau d'autres indicateurs, comme par exemple tout ce qui est balance des paiements, il faut dire que le Maroc s'en sort bien en termes notamment d'équilibre, en fait, de la balance des paiements issue de la balance commerciale, parce que même s'il y avait plus d'importations, en fait, ça n'a pas touché beaucoup la balance commerciale parce qu'il y avait un équilibre en termes de mouvement des importations et des exportations, et ce qui fait que nous n'avons pas pâti en termes de déséquilibre commercial. Et cela a rejailli notamment sur la balance des paiements. Et là, je vais attirer l'attention sur deux éléments qui ont fait qu'au niveau de la balance des paiements, on n'a pas beaucoup été touché, notamment les transferts des Marocains du monde. Il faut dire que là, c'est une prouesse. Au moment où la loi de finances 2020 prévoyait une baisse de 20% des transferts des Marocains avec plus de 5%. Et aujourd'hui, on s'attend carrément à une augmentation encore en 2021 parce qu'au bout de 7 mois, nous sommes à 48 milliards de dirhams. Ce qui fait cela a atténué le besoin du Maroc en devises. Et puis, bien sûr, il y a également l'image... C'est vrai que c'était assez inattendu donc, pour ces transferts MRE de l'étranger. Vous m'apprenez que c'était 5%. Vous avez le deuxième élément que vous allez nous dire, mais le temps passe et ne pardonne pas. Nous nous retrouverons donc après quelques secondes de pause. À tout de suite. Bienvenue dans cette seconde partie du débrief. Pour ceux qui nous rejoignent, celles et ceux qui nous rejoignent, bienvenue. Nous parlons donc de la masse de travail que devra trouver la nouvelle majorité gouvernementale sur sa table en arrivant aux affaires, comme on dit, dans quelques semaines. Pour ceux donc qui nous rejoignent, nous en parlons avec Abdelatif Komat, doyen de la faculté de droit d'économie de Casablanca, et Jamal Htabi, professeur de sciences politiques à la faculté de droit de Mohammedia. Juste avant la pause, et je m'en excuse encore, je vous ai coupé, Abdelatif Komat, vous parliez donc du maintien de la bonne signature du Maroc à l'international et vous expliquez qu'il y avait deux éléments qui confirmaient ça, ou qui expliquaient cela. La première, le maintien, même la légère augmentation de 5% des transferts des MRE. Et je vous ai coupé à ce moment-là, donc vous continuez. Très bien. En fait, je voulais dire que le Maroc a toujours eu une bonne image au niveau du marché financier international. Et cela vient de sa crédibilité et du respect des équilibres fondamentaux. Parce que très important pour un pays, lorsqu'il recourt au marché financier international, de respecter les équilibres fondamentaux en termes de taux d'endettement, d'inflation, d'équilibre de la balance des pays. Et c'est le cas du Maroc pendant les 3 dernières décennies. Et donc, lorsqu'il recourt au marché financier international, il y a une prédisposition aussi bien au niveau des organisations internationales, comme le FMI, la Banque mondiale, mais également au niveau des banques commerciales. Et cela a fait que le Maroc a été à l'aise en termes de disponibilité de devises lorsqu'il a mobilisé la ligne de liquidité de précaution auprès du FMI et lorsqu'il a fait un recours auprès du marché financier international, il a eu un écho très favorable et cela, il faut bien évidemment de le préserver et d'où cette rigueur financière. Et puis, il faut dire que le Maroc aujourd'hui a pratiquement une réserve en devises pour financer 7 mois d'importation, ce qui est très important. Pour dire que globalement, au niveau des équilibres fondamentaux, il y a une partie qui a un peu pâti, ce qui est normal, notamment le budget de l'État et l'endettement, mais de l'autre côté, notamment l'inflation, la balance des paiements, les réserves de change ont tenu le coup et aujourd'hui la situation, je dirais, ne prédispose pour une relance parce que les éléments ne sont pas au rouge. Ce qu'il faudrait, c'est une véritable politique de relance qui passerait bien évidemment par la stabilisation. Alors justement, est-ce que vous avez une idée vous avez parlé d'un taux d'endettement, d'un déficit budgétaire de 7,6% à la fin 2020. Est-ce qu'il y a des estimations qui ont été faites pour le premier semestre Alors les estimations pour 2021, on parle de 6,3%. C'est-à-dire sur l'année. Parce que là, c'est un raisonnement annuel. Donc, on va rester sur un déficit. Je dirais, on ne va pas revenir au déficit de 2018-2019, ce qui est tout à fait normal. Parce qu'il faut le dire que lorsque la loi de finances 2021 a été élaborée, on comptait sur une reprise imminente, déjà au début de 2021, alors que aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une véritable reprise sur un certain nombre de secteurs. Il y a même des secteurs qui sont plus performants qu'en 2019.
par exemple l'industrie automobile. Aujourd'hui, le Maroc est en train de se positionner comme un leader, je dirais, au niveau de la région. Oui, mais il y a des secteurs qui sont Et il y a des secteurs, par exemple, notamment comme le tourisme, comme le transport, ce qui fait que il y a des signes de reprise, mais c'est mitigé par secteur, ce qui fait que globalement, on va rester sur un déficit budgétaire aux alentours de 6% et on espère que cela va revenir à la normale à partir de 2022. Est-ce que c'est tenable à Beltef Coma de rester sur 6,3 à 6,5% ou alors il faudra résorber ça par l'endettement, par la fiscalité? On ne peut pas continuer à rester 6,3% comme ça. En fait, parmi les défis, en fait, on a évoqué tout à l'heure les défis, il y a la réforme fiscale. Donc vous avez évoqué la fiscalité. Sur ce plan-là, on attend du prochain gouvernement à ce qu'il active, parce qu'il y a une loi cadre de la fiscalité qui devrait être opérationnalisée, qui devrait permettre à l'État d'avoir plus de ressources en termes d'assiette fiscale, etc. L'endettement, bien sûr, le Maroc, il a toujours été un pays qui recourt au marché financier international. Mais ce qu'il faudrait, c'est d'une part de le faire d'une manière mesurée et d'autre part d'orienter l'endettement essentiellement vers l'investissement. Et bien évidemment, on va continuer à recourir au marché financier international, mais ce qu'il faudrait, c'est de le faire en respectant les équilibres macroéconomiques. Il n'y a pas de mal pour un pays à ce qu'il finance sa croissance par un déficit budgétaire ou par un recours à l'endettement. Mais ce qu'il faudrait, c'est optimiser, c'est de bien gérer et c'est d'orienter, et cela devrait être des priorités en termes de politique du prochain gouvernement. C'est ce qu'on appelle l'indice ICOR, d'ailleurs, qui est assez mauvais chez nous en matière d'efficacité de l'investissement. Très bien. Jamal Hatabi, vous vouliez peut-être réagir, alors vous réagissez si vous voulez, puis vous nous parlez aussi des grands chantiers qui nous attendent. Mais allez-y d'abord une réaction à ce que disait. Je crois que la crise a mis à rude épreuve le pays, et surtout financièrement, mais le Maroc a été un bon élève. On a trouvé les moyens de financement, que ce soit les moyens locaux à travers le fonds Covid ou à travers aussi des financements internationaux. Mais ce qui était bien aussi, c'est des ressources inattendues, la manne financière qui est venue des Marocains de l'étranger. Ce qui était bien aussi, c'est la manière dont les choses ont été gérées, rationalisées. Et on a vu en fait que l'État, quand il le veut, il peut faire des bonnes choses et jouer un rôle positif dans le fonctionnement, y compris au niveau économique. Je crois en fait que l'impact a été extrêmement sévère pendant les deux mois du confinement, mais que c'est le relâchement qu'on a, pas le relâchement en fait, la levée progressive des restrictions au niveau économique qui a permis le redémarrage de l'économie marocaine, sachant très bien en fait que le secteur agricole a continué à fonctionner à plein et ça a été une très bonne année. L'industrie, elle a souffert un tout petit peu pendant un petit moment, sauf l'industrie aéronautique qui continue à souffrir encore, mais on a l'automobile, mais on a aussi de nouvelles formes, de nouvelles choses au niveau industriel qui sont apparues. On a eu la fabrication des masques, la fabrication des gels hydroalcooliques et tout ce qui était lié justement à la gestion de cette pandémie. Je ne parlerai pas de génie marocain, mais je crois en fait que les Marocains ont été réveillés quelque part. Il y a eu un sursaut qui a permis de sauvegarder les équilibres macroéconomiques tels que ça a été expliqué par le professeur Abdeltif tout à l'heure. Alors, vous me faites penser à une chose tous les deux quand vous parlez de ça. Je voulais vous faire réagir sur les grands chantiers socio-économiques, les défis à arriver. Mais il y a une chose que je ne peux pas occulter, que je ne peux pas passer sous silence, qui est celle de quand on voit effectivement le Maroc, en fait, des entreprises qui viennent de signer un accord pour un assemblage d'avions chez nous, l'industrie automobile, le gel hydroalcoolique, le numérique, PCR, le numérique aussi. Le numérique, oui, mais il y a le secteur informel qui reste en panne. Alors déjà, il y a le tourisme qui n'est pas informel, ou une partie qui est absolument extrêmement catastrophé. Et puis il y a tous les autres métiers qui relèvent du secteur informel, ou pas très formel, on va dire comme ça, même si c'est pas très académique. Il y a tout ce qui est bain, tout ce qui est spa, tout ce qui est café, tout ce qui est restaurant, tout ce qui est les gens qui travaillent dans les mariages. Ce sont des gens qui sont
dans une situation absolument. Comment l'État devrait y réagir d'après vous? Peut-être comment, d'après Jamal Hatabe, on revient sur ce qu'on voulait. Alors, la question du secteur informel, tout d'abord, il faut rappeler que l'État a réagi au début. Oui, justement. En fait, il a soutenu le secteur informel. Vous vous rappelez, on a recensé 4,3 millions de personnes qui ont été soutenues pendant la période la plus difficile, avec un revenu qui leur a permis un peu de subvenir à leurs besoins de subsistance. Mais la question de l'informel, ce n'est pas une question conjoncturelle, c'est une question structurelle. Aujourd'hui, l'État place la résorption, on fait toute l'intégration de l'informel vers le formel comme des priorités. Oui. Vous savez qu'au niveau des objectifs du nouveau modèle de développement, il est prévu de réduire la part pour aller vers 20%, sachant qu'aujourd'hui, on parle de 35-40%. Donc, c'est un objectif, mais il y a également les moyens et la politique qui est en train d'être mise en place pour justement intégrer l'informel vers le formel, notamment la généralisation de la couverture sociale. Oui. C'est un moyen en fait, d'intégrer l'informel vers le formel. Il y a également une politique fiscale qui est en train d'être mise en place pour justement mettre en place un système fiscal. On va y arriver. Ils font partie des grands défis économiques à relever. Donc, pour cette question d'informel, une réaction? Oui, dans le même sens, je crois en fait que la pandémie a accéléré les choses. On avait énormément de mal à identifier les personnes concernées. Aujourd'hui, on les a. La seconde période, ça sera celle d'avoir un identifiant fiscal qui va permettre d'insérer petit à petit ces personnes dans le circuit formel. Et ça va avoir deux choses. D'abord pour l'individu lui-même, parce que cela donnera automatiquement à une couverture sociale, à des droits auxquels cette personne peut prétendre. Mais cela permettra aussi d'élargir la fameuse assiette fiscale dont a parlé le professeur tout à l'heure. C'est que ça permettra en même temps de générer des ressources supplémentaires. L'informel aujourd'hui, ça permet de pallier des carences qui sont liées à des individus, mais au niveau du pays, c'est une gangrène. Donc il faut vraiment lutter contre. Mais on ne peut pas lutter contre de manière répressive. Il faut inciter les gens par des mesures fiscales incitatives et par des mesures sociales telles qu'elles sont prévues. Donc le rassurer, un meilleur pouvoir d'achat par un défaut de dépenses, c'est ce qu'on appelle entre autres la protection sociale. Peut-être les impliquer dans le paiement des impôts. C'est une question qui concernera le prochain gouvernement. Ça se fera dans les 5 ans. Alors revenons donc au secteur formel, aux grands chantiers socio-économiques qui ont été initiés. Quels sont les chantiers donc, qui sont déjà en cours, qui sont en chantier et qui devront être finis achevés et poursuivis par l'équipe à venir? Je crois que le défi à relever, c'est le défi de la protection sociale. C'est quelque chose qui est extrêmement important. Mais bon, elle permettra aussi la résorption et la résolution d'autres problèmes dont on a parlé tout à l'heure, l'informel par exemple. La généralisation de la protection sociale va permettre d'abord d'identifier ceux qui sont dans le besoin. Elle va permettre aussi le classement, améliorer le classement marocain au niveau de l'IDH, au niveau de l'indice de développement humain, mais elle va permettre aussi un redémarrage de l'économie marocaine. Est-ce que les conditions économiques, est-ce que les conditions aussi le sont, est-ce qu'on a les hôpitaux qu'il faut, est-ce qu'on a les médecins qu'il faut, est-ce qu'on a les moyens qu'il faut? Je crois que nous avons aujourd'hui une feuille de route qui est extrêmement précise, le modèle de développement qui doit être mis en marche par les gouvernements qui vont venir. Et je crois qu'on a déjà commencé à travailler là-dessus. Le gouvernement actuel donc, a déjà débloqué une somme pour cela. Donc ne serait-ce que on attend la fin des élections pour
justement publier ce fameux registre pour les nécessiteux, donc pour le registre social qui va permettre à l'État d'intervenir dans... Excusez-moi, on a aussi besoin de matière grise, on a besoin de neurones, on a besoin d'intelligence au niveau de l'université. Comment ça se passe? Il y a des choses qui sont en train de se passer. La deuxième réforme, bien entendu, concerne l'école, concerne l'université. On est déjà dedans. C'est pour ça qu'en fait, il y a des réformes qui sont déjà en chantier, qui sont déjà lancées, qui devront être poursuivies. Le Maroc aujourd'hui, et je crois qu'on va y venir un peu plus tard, donc diversifie ses partenaires. Et pour diversifier les partenaires, il faut aussi diversifier les formations et les horizons d'où viennent ces formations. Aujourd'hui, nous allons quitter le système LMD à l'européenne, pour ne pas dire à la française, donc, et se destiner vers... nous formerons plus des licenciés, mais nous formerons des gens qui auront un bachelor. Donc nous nous inscrivons dans la politique anglophone. Ça va ouvrir des horizons pour nos étudiants, mais ça va aussi enrichir notre palette de formation, que ce soit au niveau des sciences sociales ou au niveau des sciences pures et dures. La réforme est là, donc on y est, on va commencer à partir de cette année. Et il est vrai que la pandémie ralentit un tout petit peu les choses, mais il y a une véritable réforme qui est en train d'être appliquée. Les moyens sont là, les moyens matériels sont là, les moyens humains peut-être moins courants, mais je crois que c'est une chose qui se réglera avec le temps. Alors ça, c'est pour les chantiers socio-économiques. Il y a des nomenclatures comme ça, des classements qui sont comme ça. Et puis donc, l'économiste que vous êtes encore une fois, Abdeltif Komat, les grands défis économiques. Alors, on parle de substitution aux importations, on parle de la génération green, on parle de la fiscalité. Vous en parlez tout à l'heure, je vous ai coupé en vous disant on va y arriver. Ben, on y est. C'est quoi ces grands chantiers qui devront être économiques, mais purement économiques? Alors, les grands chantiers économiques, on peut les puiser sur deux plans. Tout d'abord, il y a le nouveau modèle de développement qui arrête un certain nombre d'objectifs. Et puis, il y a le fonds Mohamed VI d'investissement stratégique qui a défini les grandes stratégies économiques du pays, consistant notamment, vous avez évoqué le secteur agricole. Aujourd'hui, le secteur agricole, d'ailleurs, Sa Majesté, dans ses discours, il avait rappelé un peu l'importance stratégique sur le plan social et économique du secteur agricole, qui regorge de potentialités en termes de création de valeur ajoutée, en termes d'emploi. Donc le secteur agricole reste une priorité pour le Maroc. Il y a le secteur industriel où le fonds d'investissement parle d'une reconfiguration, d'une restructuration du secteur industriel qui en fait place deux grandes priorités. Tout d'abord, la préservation et le développement des ponts stratégique et classique, je dirais classique du Maroc traditionnel, notamment le secteur du textile. On le voit aujourd'hui, il est relancé en termes d'exportation. Il y a une augmentation de 25 à 30% en 2021. Bien sûr, il y a l'agroalimentaire. Et l'agroalimentaire, c'est très important parce que ça fait partie de ce qu'on appelle l'économie de la vie. Et aujourd'hui, au niveau mondial, l'économie de la vie, à savoir l'agriculture et la santé, deviennent une priorité parce qu'il ne faut plus dépendre d'autres pays pour subvenir aux besoins essentiels. Et donc, l'agroalimentaire, le textile restent des priorités. Mais il se trouve que le Maroc aujourd'hui est une très bonne position sur ce qu'on appelle les nouveaux métiers mondiaux du Maroc, à savoir bien sûr l'automobile. Et aujourd'hui, le Maroc s'impose comme une plateforme. Il y a l'aéronautique. Bien évidemment, il y a eu une petite baisse parce que les chiffres de 2021 démontrent une augmentation des exportations dans un certain nombre de secteurs, à part peut-être l'aéronautique. Il y a encore une baisse de 6 à 7%, mais ce qui est normal parce qu'il y avait un arrêt carrément du transport international qui a réjailli sur le commande aéronautique au niveau mondial. Mais il y a des perspectives de relance. L'électronique également, bien sûr, il y a les économies vertes, tout ce qui est développement durable. Donc, tous ces secteurs-là, le Maroc est en train de se positionner. Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué un peu le côté géostratégique, la question du temps, etc. Le Maroc a intérêt à profiter d'une reconfiguration
des relations économiques internationales qui est en train de se faire. On le voit aujourd'hui. Il y a un engouement, il y a de l'investissement direct qui se développe malgré la crise. Donc c'est très important à ce que, d'une part, on préserve en fait les secteurs classiques qui sont importants, mais également créateurs de beaucoup d'emplois, mais également développer des secteurs nouveaux et continuer. D'ailleurs, l'industrie automobile aujourd'hui, il est placé comme le premier secteur exportateur au Maroc, qui dépasse le phosphate. Dépasse le phosphate et il génère à peu près 75 à 80 milliards de dirhams. Donc, ça, c'est très important. Ça, c'est le fonds d'investissement. Excusez-moi, une petite question. Est-ce qu'on parle beaucoup d'industrie automobile? Est-ce qu'on fait de la sous-traitance uniquement ou on a commencé à développer des choses de chez nous? Il y a de l'intégration, d'ailleurs, qui est en train de se développer. Le ministre Moulay Hafed, je crois, il parle de 60%. Ah oui. En fait, le Maroc, dès le départ, en fait, il ne s'agit pas de faire du Maroc qu'en fait je dirais, une plateforme de sous-traitance au sens classique du terme, mais d'une valeur ajoutée. Et c'est là où je voudrais venir la deuxième grande orientation stratégique pour l'économie au Maroc, c'est le nouveau modèle de développement. Qu'est-ce qu'elle évoque, le modèle de développement? Il évoque en fait une montée du Maroc au niveau des chaînes de valeur mondiales, c'est-à-dire la contribution au Maroc, du Maroc aux chaînes de création de valeur mondiale, notamment dans lesquelles nous sommes imbriqués, qui devrait monter d'à peu près 15 à 20 points à l'horizon 2035. Ça, c'est très important. La deuxième chose, c'est tout ce qui est industrie créatrice de plus de valeur ajoutée. Il faudrait qu'on aille davantage vers du qualitatif, vers de la création de valeur qui est basée sur les compétences. Et c'est là, peut-être, l'aspect formation ou l'aspect recherche-développement sont très importants. Parce que l'objectif, ce n'est pas seulement de créer en fait des richesses, mais de créer davantage de valeur ajoutée, c'est-à-dire l'apport du Maroc en termes de création de ces valeurs. Et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai évoqué la question du temps et les fondamentales. Il va falloir le plus tôt possible que le prochain gouvernement prépare le terrain pour une véritable relance, parce que lorsqu'on parle du doublement à l'horizon 35 du revenu national par tête, lorsqu'on parle du doublement de la participation de la femme, qui est aujourd'hui à 20-21%, il devrait passer à 45%. Et donc tout cela, il faut le préparer, parce que le temps compte. 2035, c'est demain. Les premières années du gouvernement devraient en fait préparer le champ, justement en termes de continuer les réformes, engager d'autres réformes pour qu'on puisse passer à la vitesse de croisière. Même en termes de taux de croissance. Aujourd'hui, on parle de taux de croissance de 5%, on va passer à 6%, mais il est prévu que le taux de croissance soit 6 à 7% à partir de 2025. Et donc, tout cela, il faut le préparer tout de suite. Et donc, il y a des réformes, je dirais, qui sont déjà engagées, lancées. On parle de la réforme sociale, on parle de l'éducation, on parle de la santé, qui sont là. Il va falloir les opérationnaliser. Et vous avez évoqué la loi de finances. D'ailleurs, la loi de finances, aujourd'hui, elle prévoit déjà le budget de 8,4 milliards de dirhams pour financer la part de l'État en termes de couverture médicale. Et puis, à partir de 2023-2024, devrait intégrer les budgets relatifs aux allocations familiales, parce qu'à terme, c'est un budget de 51 milliards de dirhams pour justement aller vers la généralisation de la couverture sociale à l'horizon 2025. Donc il y a du pain sur le plancher. Il y a énormément de pain sur la planche. Maintenant, vous avez évoqué tous les deux d'une manière plus ou moins allusive les relations économiques internationales. C'est vrai que maintenant nous sommes à la troisième législature après la Constitution, donc il y a une certaine maturité, on va dire, de nos gouvernants à commencer à lire un peu ce qui se passe autour de nous. Donc nous avons une sorte de triangle où on serait au centre, entre les États-Unis, entre la Chine, l'Afrique et puis à nous. Comment vous voyez, comment on peut réussir un équilibre géostratégique économique, sur le plan économique et politique, mais surtout sur le plan économique, entre ces deux, c'est-à-dire comment allier entre les Chinois et les Américains, sachant que nous sommes ce que nous sommes et que nous avons notre prolongement africain. Comment vous voyez les choses, Jabal Hattabi? Il nous reste 5 minutes, malheureusement. Très bien, moi, je vais juste, avant d'attaquer le volet international, revenir sur quelque chose qui me paraît très important. Et cette chose très importante est liée à ce qui vient d'être dit par mon ami Abdeltif tout à l'heure. Nous devons préparer le pays. Nous devons préparer, et le gouvernement qui va arriver doit s'atteler, doit se mettre à la tâche de suite, mais on ne peut pas faire cela sans recherche et développement. Il faut absolument
la recherche aujourd'hui, la recherche est le parent pauvre aujourd'hui des politiques publiques. Donc au niveau budgétaire, on est vraiment à même pas 1%, je crois, du PIB, ce qui est extrêmement peu par rapport à un pays qui veut rivaliser avec les autres. Aujourd'hui, la création la création économique, tout ce qui est la création de richesse est lié à l'innovation, à la création, à l'intelligence. Et l'intelligence ne se fait pas ailleurs que dans les laboratoires. Donc nous devons absolument mettre de l'argent pour de la recherche et nous devons aussi encourager ceux qui viennent nous aider. Nous avons eu une opportunité extraordinaire pour produire des batteries ici et nous l'avons peut-être, d'après ce que j'ai entendu, laissé partir. Bien entendu, laisser partir à un partenaire aux États-Unis. Je reviens à nos partenaires, à notre situation. Une minute pour le dire, pour laisser la même minute à notre situation géopolitique. Nous ne sommes pas n'importe quel pays. Et il faut le dire, nous sommes un pays qui a une histoire bien enracinée, bien à lui, et c'est un pays qui a tout le temps compté. Nous faisons référence à un acte qui paraît parfois anodin, mais qui a une portée symbolique. Nous sommes le premier pays à avoir reconnu les États-Unis. Et les États-Unis aujourd'hui, sans qu'on le veuille ou non, un État qui est l'un des maîtres du monde, pour ne pas dire le maître du monde. Nous devons diversifier nos partenariats. Nous sommes en très bonne voie avec les Américains et avec les Britanniques. Je crois qu'en fait, qu'au niveau de l'énergie, les choses avancent bien. Nous sommes très bien aussi avec la Chine. La preuve, en fait, c'est que nous recevons régulièrement notre dose de vaccin, alors que d'autres pays ne la reçoivent pas. Et nous commencerons dans un mois à produire aussi notre sous licence, bien entendu, notre produit. Donc, il reste à savoir le rapport que nous devons avoir avec l'Europe. Ce qui s'est passé dernièrement a clarifié les choses. Je crois que les Européens savent aujourd'hui à qui ils ont affaire. Le Maroc n'est pas un État une bascule géopolitique qui est en train de se faire, que le Maroc est en train de réussir. Quelque part, on terminera avec vous, Abdeltif Komat. Vous avez moins d'une minute donc pour voir votre vision de la chose. Peut-être les Chinois au nord, les Américains au sud, les deux au centre avec le Maroc qui surveille tout ça. En fait, sur ce plan-là, ce que je veux dire d'une manière très synthétique, sur ce plan-là, en termes géostratégiques. Il ne s'agit pas, en fait, d'une divergence, mais il s'agit d'une convergence. Le Maroc, aujourd'hui, n'a pas à départager en termes de partenaires. Quel est son avantage? Son avantage, c'est qu'il est sur une position géostratégique très, très importante. Au sud de l'Europe, il a la Chine à droite, il a les États-Unis à gauche. Et il se trouve qu'il est sur une position géostratégique par rapport à l'Afrique. Et donc, lorsque je dis convergence, aujourd'hui, la reconfiguration des relations internationales vont vers la proximité. Les pays, aujourd'hui, lorsqu'ils dépendent de territoires très loin, ça leur pose des problèmes. Le Maroc a l'avantage, aujourd'hui, d'être un hub, une plateforme qui va permettre aussi bien à la Chine, à l'Europe qu'aux États-Unis de s'ouvrir davantage sur l'Afrique. Et donc, ça, c'est un avantage très important. Donc, nous sommes un pays, je dirais, qui est là pour fédérer, pour travailler avec tout le monde et non pas de travailler avec l'un au détriment de l'autre. Merci à vous deux. Donc nous souhaitons beaucoup de courage à la nouvelle équipe gouvernementale qui sera installée dans le courant du mois de septembre. En attendant, il ne faut pas oublier d'aller voter ce fameux mercredi 8 septembre, mercredi prochain. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.